Le vendredi 21 mars 2025, le monde s'est figé. Une onde de choc invisible, mais dévastatrice, a traversé la planète, des ruelles poussiéreuses et brûlantes du quartier de Fifth Ward à Houston jusqu'au palace étincelant de Las Vegas, en passant par les vieux gymnases de boxe de Kinshasa où l'air sent encore le cuir et la sueur des légendes. George Foreman, le colosse, le patriarche, celui que nous appelions affectueusement Big George et que nous pensions, dans notre naïveté d'enfant, être éternel, a tiré sa révérence. Mais avant de franchir le seuil, avant de rejoindre l'autre rive pour y retrouver ceux qui l'ont précédé dans l'éternité, il a laissé derrière lui une vérité. Une confession ultime, murmurée dans un dernier souffle, sur l'homme qui avait défini chaque seconde de son existence, son ennemi juré devenu sa moitié spirituelle, Muhammad Ali. Ce que George a révélé dans ces derniers instants n'était pas une simple anecdote de vestiaire, ni un secret technique sur le noble art. C'était la clé de voûte de toute une vie. Une vérité si poignante, si brute, qu'elle change à jamais notre regard sur le combat le plus célèbre de l'histoire de l'humanité. Comment un homme qui désirait littéralement commettre un meurtre sur le ring, un homme dont le cœur était une forteresse imprenable de haine, a-t-il fini par aimer sa cible plus que son propre frère de sang? Quelle est cette phrase, prononcée à la frontière de la mort, qui résume 50 ans de tourments, de silence et finalement de grâce? Installez-vous confortablement. Fermez les portes. Éloignez les distractions du monde moderne. Ce que nous allons explorer aujourd'hui dépasse largement le cadre du sport. C'est l'histoire d'une âme qui a dû mourir pour renaître. C'est l'histoire d'un monstre qui a appris, dans la douleur, à devenir un homme. Avant de plonger ensemble dans les ténèbres moites du Rumble in the Jungle, je voudrais prendre un court instant, très sincèrement, pour vous remercier. Votre présence ici, à écouter ces récits de vie, de mort et de résilience, est un honneur immense pour nous. Nous passons des centaines d'heures à exhumer ces mémoires pour qu'elles ne sombrent pas dans l'oubli. Si vous appréciez ce travail de mémoire, si vous ressentez l'émotion que nous tentons de transmettre à travers ces mots, pourriez-vous, s'il vous plaît, envisager de laisser un j'aime sur cette vidéo? C'est un geste simple, gratuit, qui ne vous prendra qu'une seconde, mais qui signifie le monde pour notre petite équipe de passionnés. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous. Nous serions tellement fiers et honorés de vous compter parmi nous pour les prochains voyages au cœur de l'humain. Merci, du fond du cœur. Pour comprendre la confession finale de Foreman, il faut d'abord avoir le courage de regarder le monstre dans les yeux. Et je n'utilise pas ce mot à la légère. Le George Foreman de 1974 n'était pas le vendeur de grilles jovial et souriant que les générations plus récentes ont connu à la télévision. C'était une machine de destruction. Un homme qui ne boxait pas pour gagner des points, ni pour la gloire, mais pour anéantir ce qui se trouvait devant lui. Il y avait dans son regard une absence terrifiante, un vide sidéral que rien ne semblait pouvoir combler. Tout commence bien avant la gloire, dans la boue et la misère du Bloody Fifth, le 5e district de Houston. Un endroit où, dans les années 50, l'espoir venait souvent mourir avant même d'avoir pu respirer. Le jeune George est un géant en colère. Il a faim. Littéralement faim. Pas cette petite faim de journée, mais cette faim qui vous tord les entrailles, qui vous empêche de penser, qui vous déshumanise. Il racontera plus tard, avec une honte qui lui brûlait encore l'estomac des décennies après, qu'il avait l'habitude de souffler dans des sacs en papier marron pour y mettre son déjeuner imaginaire, juste pour ne pas avoir l'air pauvre devant les autres enfants à l'école. Il marchait avec ce sac vide, la tête haute, alors que son ventre criait famine. Chaque pas était une comédie, chaque sourire une grimace de douleur. Cette honte, cette misère qui colle à la peau comme une seconde nature, s'est transformée en une rage volcanique. George ne devient pas une victime, il décide de devenir le prédateur. Il devient une brute. Un voyou qui arrache les vêtements des passants, qui terrorise le quartier, qui laisse une traînée de peur sur son passage. Il ne vole pas pour l'argent, il vole pour sentir qu'il existe, pour voir la peur dans les yeux des autres, une peur qui remplace temporairement la sienne. La police le connaît par son prénom. Sa mère, une femme de foi inébranlable, prie chaque soir, les genoux usés par le plancher, pour que son fils ne finisse pas sur la chaise électrique, un destin qui semblait tout tracé pour un garçon noir, pauvre et violent dans le Texas ségrégationniste de cette époque. Mais George s'en moque. Il veut faire mal au monde entier pour compenser la douleur qu'il ressent. Il veut que le monde entier paie pour sa faim, pour ses chaussures trouées, pour l'absence de son père. C'est le Job Corps qui le sauve in extremis, et la découverte de la boxe grâce à Charles Doc Broadu. Mais attention, ne vous y trompez pas. George ne tombe pas amoureux de la boxe comme d'un noble art. Il n'y voit pas de la poésie ou de la technique. Il y voit un moyen légal de canaliser sa violence meurtrière. Quand il frappe le sac lourd, il ne voit pas du cuir. Il voit les visages de ceux qui l'ont humilié. Il voit la pauvreté. Il voit l'injustice. Il frappe pour tuer son passé. Nous sommes en 1968. Jeux olympiques de Mexico. Il a 19 ans. Il est une force de la nature, brute de décoffrage.
Il détruit tout le monde et remporte l'or. Mais c'est là, au sommet du monde, que la première fissure apparaît dans son âme, une fissure invisible qui va s'élargir jusqu'à devenir un gouffre. Après sa victoire, dans un élan de patriotisme naïf, il brandit un petit drapeau américain sur le ring. Nous sommes en pleine lutte pour les droits civiques. Martin Luther King a été assassiné quelques mois plus tôt. Le pays brûle. Tommy Smith et John Carlos ont levé le poing ganté de noir quelques jours auparavant dans un geste de défi historique. La communauté afro-américaine, en ébullition, voit le geste de Foreman comme une trahison impardonnable. On le traite des oncles Tom. On le rejette. On crache sur sa médaille. George ne comprend pas. Il est dévasté. Il voulait juste dire merci au programme gouvernemental qu'il a sorti de la fange, qui lui a donné à manger 3 fois par jour pour la première fois de sa vie. Mais le rejet est brutal, total. Il rentre chez lui non pas en héros, mais en paria pour une partie de son propre peuple. Cette blessure ne cicatrisera jamais vraiment. Elle va nourrir la bête. Dans sa tête, une décision se forme, froide et terrible, une armure psychologique indestructible, très bien. S'ils ne veulent pas m'aimer, ils vont me craindre. Ils vont trembler en entendant mon nom. Et Seigneur, comme ils ont tremblé. Le règne de terreur commence. Foreman chez les professionnels, c'est Attila le 1. Il mesure un m92, pèse 100 kg de muscles taillés dans le granit, et possède une frappe qui peut décapiter un bœuf. Il ne boxait pas, il démolissait. Regardez ce qu'il fait à Joe Frazier en 1973 à Kingston, en Jamaïque. Frazier, l'homme invincible, la machine à vapeur qui avait battu Ali. Personne ne pensait que Frazier pouvait être arrêté. Et pourtant, Foreman le soulève littéralement de terre avec un uppercut qui défie les lois de la gravité. « Abba Frazier ! Abba Frazier !» hurle le commentateur Howard Cosell, incrédule, sa voix se brisant sous le choc. 6 fois. Il l'envoie au tapis 6 fois en 2 rounds. C'est une exécution publique. C'est un massacre. Puis vient Ken Norton, le briseur de mâchoire d'Ali, un homme craint de tous pour sa technique et sa puissance. Foreman le pulvérise en 2 rounds également. Il marche sur ses adversaires comme un char d'assaut. En 1974, George Foreman est invaincu. 40 victoires, 37 KO. Il est considéré comme l'homme le plus fort ayant jamais enfilé une paire de gants. Il est, dans l'esprit du public et des journalistes, une force de la nature imparable. Une entité sans émotion, froide, brutale, qui avance et détruit. Il n'y a pas d'humanité dans ses yeux, seulement le vide. Il fait peur aux enfants, il fait peur aux hommes, il fait peur aux dieux de la boxe eux-mêmes. Et c'est là, dans ce décor de destruction, qu'entre en scène Muhammad Ali. Le Rumble in the Jungle. Kinshasa, Zaïre. Octobre 1974. Ce n'est pas juste un match de boxe. C'est une pièce de théâtre shakespearienne à l'échelle mondiale, un drame antique joué sous les projecteurs du XXe siècle. Ali a 32 ans. On le dit fini. On dit qu'il est trop vieux, trop lent pour la puissance nucléaire de Foreman. Les experts craignent littéralement pour sa vie, certains demandent même l'annulation du combat pour éviter un meurtre en direct. Les journalistes préparent déjà sa nécrologie. Mais Ali a une arme que Foreman ignore, une arme plus puissante que n'importe quel uppercut, plus tranchante que n'importe quelle lame, l'amour du peuple et une intelligence psychologique hors du commun. Dès l'arrivée de Foreman au Zaïre, le destin se joue de lui. Il commet une erreur fatale, une erreur d'image qui va sceller son rôle de méchant dans ce grand opéra. Il descend de l'avion accompagné de 2 bergers allemands. Pour George, ce sont simplement ses animaux de compagnie, ses amis fidèles, la seule famille qui l'emmène avec lui. Mais pour le peuple zaïrois, qui vient de se libérer douloureusement du joug colonial belge, ces chiens sont le symbole maudit de la police coloniale qui les terrorisait, qui lâchait ces mêmes bêtes sur les femmes et les enfants pour briser les grèves et les manifestations. Instantanément, sans même avoir donné un coup de poing, Foreman devient l'ennemi. Il devient le colonisateur. Ali, lui, est le Messie. Il est le frère revenu au pays. Ali Bomet. Ali Bomet. Ali, tue-le. Ce cri résonne partout. Jour et nuit. Il traverse les murs de l'hôtel de Foreman. Il résonne dans les rues de Kinshasa, dans les marchés, dans le stade. C'est un mantra de mort destiné à George. Imaginez la psychologie de George Foreman à cet instant. Mettez-vous à sa place un instant. Fermez les yeux et ressentez ce qu'il ressent. Il est le champion du monde. Il est noir, comme eux. Il a souffert, comme eux. Mais il est haï. Il est seul, terriblement seul dans un pays étranger. Enfermé dans sa chambre d'hôtel, suant à grosses gouttes sous la chaleur africaine, la paranoïa s'installe. Il se sent traqué. Il se dit qu'on a empoisonné son eau. Il fait goûter ses plats par son entourage. Il se dit que les arbitres sont contre lui. Et cette haine le consume. Elle devient son carburant. Il ne veut plus simplement battre Ali pour conserver sa ceinture.
Il veut le punir pour avoir retourné le peuple contre lui. Il veut, comme il l'a avoué dans ce brouillon retrouvé de ses mémoires, le frapper si fort qu'il ne se battra plus jamais. Il veut tuer le mythe pour rester le seul roi sur la montagne. Il veut faire taire ses cris Ali Bomet en brisant l'idole. La nuit du combat arrive enfin. Il est 4 heures du matin, une exigence absurde pour satisfaire les télévisions américaines en prime time. La chaleur est suffocante. L'humidité est de 90%. L'air est épais comme de la soupe, difficile à respirer. Sous les projecteurs du stade du 20 mai, c'est une fournaise. Dans le vestiaire, Foreman frappe les murs. Il est terrifiant. Il est une bête en cage prête à dévorer. Il prie, mais ses prières sont des demandes de destruction. Dans le vestiaire d'Ali, c'est le calme avant la tempête. Ali prie aussi, mais pour la force de l'esprit. Le gong sonne. Ce qui suit est peut-être les 45 minutes les plus analysées de l'histoire du sport, mais avez-vous déjà ressenti la violence psychologique de cet instant? Foreman fonce. Il veut arracher la tête d'Ali dès la première minute. Il frappe avec une violence inouïe. Des crochets larges, puissants, capables de briser des côtes, d'exploser des organes internes. Chaque coup porte l'intention de tuer. Il coupe le ring, il accule Ali, il déchaîne l'enfer. Mais Ali ne tombe pas. Ali encaisse. Il utilise cette tactique suicidaire, improvisée, le fameux rope-a-dope. Il s'appuie sur les cordes détendues par la chaleur, protège son visage, et laisse Foreman frapper ses bras, ses flancs, ses gants. Il absorbe l'énergie cinétique du monstre. Il devient une éponge à douleur. C'est là que la dimension psychologique bascule. C'est là que le génie opère. Imaginez la scène. Foreman est une fournaise. Il tape, il tape, il tape jusqu'à l'épuisement. Il pense que chaque coup va être le dernier. Mais l'homme en face de lui, au lieu de s'écrouler, lui parle. Ali lui murmure à l'oreille, au milieu de l'orage de coups, des mots qui font plus mal que les poings. C'est tout ce que tu as, Georges? Ils m'ont dit que tu savais cogner. Tu frappes comme une fillette. Ma grand-mère frappe plus fort que ça. Ces mots sont du poison. Ils s'infiltrent dans l'esprit de Foreman plus sûrement qu'un poignard. Le doute, ce cancer de l'âme, commence à germer. Pourquoi ne tombe-t-il pas, se demande Georges, paniqué. Je suis en train de le tuer, et il me parle. Je lui donne tout, et il en redemande. Au 5e round, Foreman est épuisé. Ses bras pèsent une tonne. La chaleur le tue. Il respire comme un animal blessé. Il regarde Ali, et Ali le regarde droit dans les yeux, frais, lucide, avec un regard qui dit « Maintenant, tu es à moi ». Georges comprend, avec horreur, qu'il est tombé dans un piège mortel. Il a vidé son réservoir, et son adversaire n'a même pas commencé à se battre. Au 8e round, la fin arrive. Une combinaison éclair d'Ali. Droite, gauche, droite. Une précision chirurgicale. Foreman pivote sur lui-même, chancelant comme un ivrogne, perdant ses repères, et s'écroule lourdement sur la bâche. Le bruit de sa chute fait trembler le stade et le monde entier. Le géant est à terre. Le roi est mort. Ali ne lui donne pas le coup de grâce alors qu'il tombe, il le regarde simplement chuter. C'est une image terrible, n'est-ce pas? La chute d'un colosse qui se croyait invincible. C'est l'effondrement d'un ego surdimensionné. Avez-vous déjà ressenti cela dans votre propre vie? Avoir mis toute votre énergie, toute votre colère, toute votre certitude dans un projet, dans une bataille ou une relation, pour voir tout s'effondrer devant vous en un instant? Se sentir trahi par ses propres forces? Si cette histoire résonne avec vos propres combats, avec vos propres moments de doute et de chute, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Quelle a été votre plus grande épreuve? Nous lisons chacune de vos histoires avec attention et respect, car elles sont le reflet de notre humanité commune. Et s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce bleu nous aide énormément à continuer de raconter ces légendes. C'est votre soutien qui nous porte. Merci infiniment. Après Kinshasa, Georges Foreman meurt. Pas physiquement, mais spirituellement. Il sombre dans une dépression noire, abyssale. Il est obsédé par Ali. Il fait des cauchemars où il entend les cris Ali Bomet. Il ne peut pas dormir. Il engage même des détectives privés pour prouver qu'on l'a drogué avant le combat, qu'on a détendu les cordes exprès. Il cherche des excuses partout, sauf en lui-même. Il ne peut pas accepter qu'un homme l'ait vaincu mentalement et physiquement. Son ego, sa seule armure contre le monde, est brisé en 1000 morceaux. Il devient méchant, aigri, paranoïaque. Il enchaîne des combats-exhibitions ridicules, tristes. Un soir, à Toronto, il combat 5 hommes à la suite en une soirée, juste pour prouver sa force, comme une bête de foire. Le public le hue. Ali est au bord du ring, se moquant de lui, l'appelant le monstre sans âme. Georges gagne ses combats, mais il perd sa dignité. Le cœur n'y est plus. La bête est blessée à mort. 1977, San Juan, Porto Rico. Foreman affronte Jimmy Young.
Il perd au point, sous une chaleur accablante, une chaleur qui lui rappelle le Zaïre. De retour dans son vestiaire, quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel se produit. Georges s'effondre. Il ne s'agit pas d'un malaise vagal. Il ne s'agit pas de déshydratation. Il raconte avoir senti l'odeur de la mort. Une odeur de pourriture, de terre humide, de néant absolu. Il sent son âme quitter son corps. Il est dans un vide terrifiant, un néant où n'existe ni lumière ni espoir, seulement une solitude infinie. Il voit sa vie défiler, et il voit qu'elle est vide d'amour. Il crie dans ce vide, terrorisé, « Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. » Et là, au fond du gouffre, une voix résonne en lui. Il a une vision. La lumière revient. Une main invisible semble le tirer des ténèbres. Lorsqu'il se réveille sur la table de massage, entouré de ses entraîneurs terrifiés qui le croient devenu fou, George Foreman n'est plus le même homme. Il se lève, arrache ses perfusions et crie « Alléluia ». La haine a disparu. La rage s'est évaporée. Le désir de tuer s'est éteint. Il arrête la boxe. Du jour au lendemain. Le monstre est mort dans ce vestiaire de Porto Rico. Il renonce à des millions de dollars. Il renonce à la gloire. Il devient pasteur. Il prêche au coin des rues de Houston, là où il terrorisait autrefois les passants. Les gens passent et se moquent, « Regardez, c'est l'ancien champion, il a perdu la tête. » Mais Georges sourit. Il ouvre un centre pour les jeunes. Il perd sa fortune, il vend ses biens, ses voitures de luxe, ses ranchs, mais il trouve quelque chose qu'il n'avait jamais eu, même avec une médaille d'or autour du cou, la paix intérieure. Pendant 10 ans, il ne met pas un gant. Il grossit. Il mange. Il devient ce géant doux et souriant que l'Amérique apprend à redécouvrir. Il devient un père aimant pour ses nombreux enfants. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car le destin a de l'humour, et Dieu aime les histoires à rebondissements improbables. À 38 ans, fauché, ayant besoin d'argent pour maintenir son centre de jeunesse ouvert car les factures s'accumulent, Georges décide de revenir sur le ring. Tout le monde rit. Les journalistes se moquent cruellement. Regardez grand-père Georges. Il est gros, il est lent, il est chauve. C'est pathétique, c'est triste. On dit qu'il va se faire tuer. Mais Georges a changé. Il ne boxe plus avec colère. Il ne boxe plus pour tuer. Il boxe avec joie. Il boxe pour sa fondation. Il mange des cheeseburgers avant les conférences de presse, se moquant de sa propre image. Il fait des blagues sur son âge, « Je ne veux pas que l'arbitre compte jusqu'à 10, je veux qu'il compte jusqu'à mon âge. » Et surtout, il frappe toujours aussi fort, car la force est la dernière chose qui quitte un puncher. Sa frappe est lourde, non plus de haine, mais d'expérience. Le monde tombe amoureux de ce nouveau Georges. Et devinez qui est son plus grand fan? Qui est celui qui le regarde avec le plus d'admiration? Muhammad Ali. Les deux hommes se rapprochent. Ali, désormais diminué par la maladie de Parkinson, prisonnier de son propre corps tremblant, voit en Georges un frère. Ils s'appellent régulièrement. Ils se voient. L'ancien ennemi devient le confident. L'image la plus forte de cette réconciliation a lieu aux Oscars, pour le documentaire When We Were Kings. Ali a du mal à monter les marches, son corps refuse d'obéir. Qui est là pour le soutenir? Qui lui tient le bras avec une tendresse infinie, presque maternelle, pour l'aider à gravir les échelons de la gloire? George Foreman. L'homme qui voulait le tuer 20 ans plus tôt est devenu sa béquille, son protecteur. C'est l'image du pardon incarné. En 1994, à 45 ans, portant le même short rouge qu'au Zaïre comme un symbole de boucle bouclée, Foreman met KO. Michael Morer, un homme de 26 ans, avec un 1-2 d'une simplicité biblique. Il redevient champion du monde. Le plus vieux de l'histoire. Il ne saute pas de joie. Il s'agenouille dans le coin et prie. Ce n'est plus la victoire de la bête, c'est la victoire de l'esprit. C'est la preuve que l'on peut changer, que l'âge n'est qu'un chiffre, et que la rédemption est toujours possible. Avant d'arriver à la révélation finale, je voudrais vous poser une question, d'homme à homme, d'âme à âme. Croyez-vous aux secondes chances? Croyez-vous qu'il est possible de changer radicalement, de laisser mourir une partie de soi pour devenir meilleur, même quand tout le monde pense que c'est fini? Si l'histoire de Georges vous inspire, si elle vous donne un peu de force pour affronter votre journée, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Parfois, un simple clic peut changer la journée de quelqu'un. Et n'oubliez pas de vous abonner, nous avons encore tant d'histoires incroyables, tant de destins brisés et reconstruits à partager avec vous. Votre présence est notre motivation. Nous voici arrivés au moment fatidique. Le crépuscule. 2025 George Foreman, âgé, sentant sa fin approcher, rassemble ses souvenirs. Le monde le pleure déjà, les hommages pleuvent, mais lui a l'esprit tourné vers son vieil ami, parti en 2016. Dans ces derniers jours, entouré de ses fils, dans la quiétude de sa maison, il lâche cette confession qui nous glace le sang et nous réchauffe le cœur en même temps. Il revient sur cette nuit au Zaïre, cette nuit qui a défini le XXe siècle.
Il admet, les larmes aux yeux, la voix tremblante mais claire, je l'ai haï. Je l'ai haï comme on est la mort. Je voulais briser ses os, réduire son visage en poussière. Je ne voulais pas le battre, je voulais l'effacer de la terre. Je voulais être le seul. Il marque une pause, sa respiration sifflante, cherchant ses mots pour être sûr d'être compris par l'histoire. Mais Ali m'a fait le plus beau cadeau qu'un homme puisse faire à un autre. Il m'a brisé. Oui, vous avez bien entendu. La révélation est là, dans toute sa nudité, sans artifice. Il a fallu qu'il me brise pour que je puisse être reconstruit. Si j'avais gagné au Zaïre, je serais resté ce monstre. Je serais mort jeune, tué dans une ruelle ou par la drogue, ou consumé par mon propre ego. J'aurais fini seul, riche mais misérable. En me mettant KO, Muhammad Ali a tué la bête en moi et a laissé l'homme se relever. Il m'a sauvé la vie en me battant. Il m'a appris l'humilité par la force. George Foreman a révélé que son amour pour Ali ne venait pas de leur gloire commune, mais de cette dette impayable. Ali avait vu le monstre, et n'avait pas eu peur. Il l'avait affronté, l'avait dompté, et avait forcé George à trouver Dieu pour survivre à l'humiliation publique. C'est pour ça que je l'aimais, a murmuré Foreman juste avant de s'éteindre paisiblement. Pas parce qu'il était le plus grand boxeur. Mais parce qu'il était le seul homme assez courageux pour me montrer qui j'étais vraiment. Il était mon miroir. Et quand il est parti, une partie de moi est partie avec lui. Maintenant, je vais le retrouver. Et cette fois, on ne portera pas de gants, on portera des ailes. Le 21 mars 2025, George Foreman a rejoint Muhammad Ali. On imagine sans peine la scène, là-haut, dans un ailleurs que nous ne connaissons pas. Pas de ring, pas de cordes, pas de cris de foule, pas de douleur. Juste deux vieux amis, deux légendes, qui s'assoient sur un nuage, rient de leurs anciennes guerres, et regardent le monde en bas avec bienveillance. L'histoire de George Foreman et Muhammad Ali n'est pas une histoire de boxe. C'est l'histoire de la rédemption humaine. C'est la preuve que la haine la plus féroce peut se transformer en l'amour le plus pur, si l'on accepte de laisser mourir notre ego. C'est la preuve que nos plus grands échecs sont parfois les fondations de nos plus grandes victoires. C'est la preuve que même les monstres peuvent être sauvés. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de revanche? Parce qu'il n'en avait pas besoin. Le premier combat avait tout dit. Il avait transformé les deux hommes à jamais. Une revanche aurait été vulgaire, inutile, financière. Leur véritable victoire, c'était leur amitié. Et vous? Quelle est la défaite dans votre vie qui s'est révélée être, avec le temps, votre plus grande victoire? Quel échec vous a permis de devenir une meilleure personne? Nous serions honorés de lire vos témoignages dans les commentaires. C'est votre humanité qui rend cette chaîne vivante, c'est vos histoires qui nous inspirent chaque jour. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour ce voyage dans la vie de cet homme complexe. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur le pardon, la résilience et la fraternité, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochains portraits. Nous avons tant d'autres destins fascinants à vous raconter, tant de leçons de vie à partager. Nous serions honorés de vous compter parmi nous pour la suite de l'aventure. Surtout, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime s'il vous plaît, cela aide énormément à faire connaître ces histoires qui méritent d'être entendues par le plus grand nombre. Prenez soin de vous, aimez vos ennemis car ils sont peut-être vos plus grands maîtres, et à très bientôt pour une nouvelle légende. Au revoir.